On est très heureux d'accueillir Christine Coïdon qui va terminer la série de colloques qu'on avait initiés en novembre sur les professionnels de la santé, interprofessionnalité et qualité de vie au travail. Donc pour rappel, on avait commencé en novembre avec Tania Caron, on avait eu aussi Étienne Mainville et Patrick de Coster. Et donc aujourd'hui, on accueille Christine Coïdon qui va nous parler de l'interprofessionnalité en cabinet de médecine de famille, le challenge MOCA, donc le projet MOCA. Donc, pour présenter rapidement notre invitée, Christine Coïdon est médecine de santé publique et épidémiologiste. Elle a obtenu son PhD en épidémiologie et intervention en santé publique en 2002 sur la thématique du stress au travail et de ses conséquences sur la santé. Elle a ensuite travaillé 10 ans à l'Institut de veille sanitaire en France comme responsable du programme de monitorage de la santé mentale en lien avec le travail. Et elle est arrivée à la PMU en 2014 pour travailler sur la mise en place d'un système de monitorage de la médecine de famille en Suisse, donc le programme SPAM. Et puis, elle est aujourd'hui responsable du secteur de recherche en organisation des services de santé centré sur la médecine de famille au sein du département de médecine de famille d'Unisanté. Et puis, elle travaille principalement sur les thématiques de monitorage de médecine de famille, les indicateurs, les données utilisées, sur les nouveaux modèles d'organisation de médecine de famille, le bien-être au travail, et puis l'expérience de soins du côté des patients et des professionnels. Et puis maintenant, je lui laisse la parole pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de parler du projet MOCA. Merci à ceux qui sont derrière leur ordinateur pour ce colloque dans un format un peu inhabituel et pas très convivial, mais enfin bon, on va faire comme on peut. Donc je vais vous présenter ce projet MOCA, sachant qu'il est en phase pilote depuis quelques mois. Donc je n'aurai pas vraiment de résultats à vous présenter. Par contre, je vais vous parler d'interprofessionnalité, qui est une des valeurs du projet. Je vais vous parler un petit peu de satisfaction au travail. Et puis, j'ai proposé aussi à ma collègue Fatima El Akmaoui de participer à ce colloque. Donc, Fatima, elle est coordinatrice de ce projet. C'est elle qui fait le lien entre les cabinets pilotes du projet et puis notre équipe au sein du département de médecine de famille. Et donc, depuis le début de la préparation, après l'implantation du projet dans les cabinets, elle est très, très en lien avec les cabinets. Elle recueille un certain nombre de données plutôt qualitatives dont elle va pouvoir vous parler sur les aspects d'interprofessionnalité. Voilà. Donc, rapidement, le plan de la présentation. Du coup, je vais dire 2 mots du contexte sanitaire en général dans lequel le projet se développe. Je pense que la plupart des gens derrière leur ordi connaissent ce contexte sanitaire. Je vais présenter le projet MOCA, son développement et puis les composantes du projet. Ensuite, je vais essayer de focaliser un petit peu plus sur l'interprofessionnalité, qui n'est pas donc exclusivement la dimension du projet, mais qui fait partie des processus qui sont mis en œuvre pour atteindre nos objectifs. Et puis, donc, il y aura Fatima qui présentera des premiers résultats autour de l'interprofessionnalité dans MOCA. Et puis, en fin de séance, une série de questions si vous avez des questions. Alors, quels sont les éléments de contexte de développement de ce projet? Déjà, d'emblée, c'est les systèmes sanitaires de nos pays dits occidentaux font face à un certain nombre de défis actuellement, et notamment des défis en termes de des défis démographiques qui concernent le vieillissement de la population, bien sûr, et puis l'augmentation de fréquence des maladies chroniques, qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de patients qui nécessitent des prises en charge complexes et puis de longue durée, et puis donc qui implique une certaine fragmentation des soins. Et on a un peu cette sensibilité aussi de plus en plus d'essayer de répondre aux besoins de la population par rapport à ces souhaits de prise en charge. Donc, face à ces contraintes démographiques, on a donc le système de santé qui, en Suisse, mais aussi encore dans pas mal de pays occidentaux, est assez hospitalo-centré, avec donc, vu qu'on a des prises en charge qui font intervenir différents partenaires pour ces patients plutôt complexes, une fragmentation des soins et des difficultés de continuité des soins. Ce profil, bien sûr, ce souci de maîtrise des coûts. Vu que le système est hospitalo-centré, les coûts sont assez conséquents. Et puis, donc avec ces
cette potentielle surcharge du système de santé, on a quand même aussi des professionnels à préserver avec donc pas mal d'épuisement, de pénurie de professionnels qui se profilent. Donc ça, c'est le contexte général. Et puis donc, nos pays occidentaux essayent de proposer une réponse à ces contraintes en renforçant la médecine de premier cours ou médecine de famille. Je ne vais pas entrer dans les définitions, médecine générale, médecine de premier cours, médecine de famille. Je dirais principalement médecine de famille. Voilà. Parce qu'on sait qu'effectivement, si on a une médecine de premier cours qui est forte, on a un système sanitaire qui fonctionne plutôt bien, qui est assez juste et un état de santé de patients amélioré. Donc ça, c'est des travaux, des constats qui sont issus de travaux. Au départ, une des pionnières dans le domaine, c'est Barbara Starfield. Ça a été réaffirmé lors des conférences de santé publique d'Alma-Ata en 78 et puis de nouveau réaffirmé par la conférence d'Astana en 2018. Donc, une médecine de premier cours forte parce que ça permet le plus longtemps possible de maintenir les patients à domicile et donc ça permet un désengorgement des hôpitaux. Ça permet d'avoir une certaine maîtrise des coûts et puis souvent, c'est aussi ce que les patients souhaitent avec une prise en charge à domicile plutôt qu'à l'hôpital. Ça implique aussi ce virage qu'on a appelé virage ambulatoire, de renforcer tout ce qui est coordination des soins. Et c'est vrai que la médecine de famille ou médecine générale est bien placée pour ce rôle de coordinateur des soins, coordonner le parcours de santé des patients complexes. Et du coup, différents modèles ont été développés, qu'on a appelés modèles de soins intégrés, soins coordonnés, etc. Maintenant, donc, à partir de cette idée de virage ambulatoire, puis de déplacer un peu les contraintes du système sanitaire vers la médecine de famille, il faut savoir si la médecine de famille est prête à absorber ces contraintes et absorber cet afflux de patients et la prise en charge correcte de ces patients. En particulier en Suisse, est-ce que la médecine de famille est prête à cette situation? En fait, je vais vous donner quelques éléments du coup, de description de la médecine de famille en Suisse. En fait, beaucoup de cabinets fonctionnent encore en mode solo. Il y a assez peu de cabinets de groupe. Au sein des cabinets, on a souvent 2 professionnels de santé, un médecin, une assistante ou un assistant médical, mais c'est plus souvent des assistantes médicales. Alors, il peut y avoir plusieurs médecins et du coup plusieurs assistantes, mais c'est vrai qu'il y a rarement d'autres professionnels qui sont impliqués dans le fonctionnement du cabinet propre au sein du cabinet de médecine générale. Il y a un fonctionnement assez médico-centré, plutôt vertical, et il y a très peu de transfert d'activité ou délégation de tâches. Pour ce qui concerne les outils pour faire fonctionner les cabinets, c'est vrai que le dossier électronique est encore un petit peu, on va dire, si je dis balbutiant, c'est un petit peu fort, mais en tout cas, l'ensemble des cabinets est informatisé. Néanmoins, l'utilisation du dossier électronique concerne plutôt une bonne moitié des cabinets. Et puis, quand les cabinets utilisent un dossier électronique, il est rare que ce dossier soit interconnecté avec les différents partenaires ou prestataires. On a un mode de financement qui est à l'acte et au temps et qui est très aussi médico-centré, donc qui prévoit très peu de réalisation d'actes par d'autres professionnels. Et puis, du coup, du fait aussi de l'absence d'outils, des relations au sein des réseaux de soins qui ne sont pas optimales. Ce qui fait, donc je disais que les médecins de famille étaient souvent, on va dire, embolisés par un certain nombre de patients complexes ou moyennement complexes pour des activités chez ces patients de coordination de soins et d'éducation thérapeutique. Il reste du coup peu de temps pour d'autres types d'activités comme la promotion de la santé, l'éducation à la santé, qui sont pourtant des missions reconnues en médecine générale. Et puis ces patients, justement, qui sont moyennement complexes, peuvent aussi facilement basculer dans le très complexe. Et donc, la possibilité de les maintenir dans ce stade moyennement complexe est vraiment très intéressant, aussi bien pour les patients que pour le système de santé. Donc, ce n'est pas un fonctionnement optimal pour l'instant pour faire face à ce virage ambulatoire. Et puis, donc, il pourrait y avoir des conséquences à l'avenir
pour les patients, bien sûr, en termes de qualité des soins, d'accès aux soins et en termes d'insatisfaction, des conséquences pour les équipes en termes de surcharge et puis du coup qui peuvent mener au stress, à l'insatisfaction au travail, au burn-out, et puis pour le système, bien sûr, avec des répercussions sur la qualité des soins, et puis la pénurie de professionnels qui pourraient envisager d'autres spécialités. Donc voilà, c'était le constat de départ pour le décor dans lequel a évolué le projet MOCA. Le projet MOCA, il est né de la volonté de la santé publique du canton de Vaud de s'associer avec donc, notre département de médecine de famille, qui à l'époque ne s'appelait pas ainsi, mais peu importe, et puis un certain nombre de cabinets de médecine de famille pour essayer de proposer d'autres modèles d'organisation qui seraient plus adéquats pour répondre à ce virage ambulatoire. Cette collaboration, elle s'est développée en 3 mandats. On a déjà eu un premier mandat qui a consisté en une revue de littérature pour essayer d'identifier quels étaient les modèles d'organisation des cabinets de médecine générale qui pouvaient améliorer la coordination des soins, ce qui a abouti à la réalisation d'un modèle théorique adapté au contexte suisse. Puis, dans un deuxième mandat, on a développé une sorte de modèle opérationnel, comment mettre en œuvre ce modèle théorique dans les cabinets avec l'élaboration d'un mode d'emploi. Et puis, le troisième mandat, qui est donc actuellement en cours, c'est la mise en œuvre de ce nouveau modèle dans un certain nombre de cabinets, donc via un projet pilote d'une durée de 2 années. Donc, l'objectif général de ce projet, même si après il est décliné avec des objectifs spécifiques très précis, donc l'objectif général, c'est d'améliorer la coordination des soins dans les cabinets de médecine. Donc ici, vous avez la même chose, simplement avec le développement temporel. Donc, cette première étape de revue de la littérature 2015-2016, l'étape de modèle opérationnel 2017-2018, et puis on est dans l'étape 3 de pilote du projet. Donc, l'intervention principale pour améliorer la coordination des soins dans les cabinets de médecine de famille, c'est l'idée de changer le mode de fonctionnement basé jusqu'à présent sur un médecin, une assistante médicale, mais introduire un troisième professionnel de santé, de soins, qui est ce qu'on a appelé une ou un infirmier, infirmière de soins primaires. Dans la suite, je dirais ISP, ce serait plus simple pour moi, puis je n'aurai pas de problème de genre. Donc, l'idée, c'est effectivement, cette fois, de faire fonctionner le cabinet en mode tripartite, avec le patient qui est bien sûr toujours au centre, et puis le médecin, l'ISP et l'assistante médicale. Avec ce rôle, principal donné à l'ISP, qui est un rôle de gestionnaire de cas, c'est-à-dire pour des patients dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient moyennement complexes, souvent multimorbides, mais toujours à domicile, qui ne bénéficient pas forcément du réseau des CMS, mais qui viennent très souvent au cabinet, donc avec une prise en charge assez proche de ces patients par nos ISP. Et puis d'autres composantes donc à ce modèle, notamment un outil principal pour cette ISP qui est le plan de soins partagé, donc à développer en concertation avec le médecin, avec le patient, et puis sur lequel les assistantes médicales ont un rôle à jouer aussi. Le dossier informatique patient, là c'est vrai que c'était une composante de départ pour nous importante, mais par rapport à l'évolution, à la situation actuelle du canton pour ce qui concerne le dossier informatique patient, on est un petit peu revenu en arrière sur nos exigences. Et puis, on a introduit aussi cette idée de créer une liste de patients, parce que dans beaucoup de cabinets, jusqu'à présent, les médecins sont incapables de donner le nombre exact de patients qui suivent dans leur cabinet, ce qui paraît assez incroyable, mais c'est le cas. Donc, pour présenter les choses de manière un petit peu différente, et puis ici, vous avez cette pyramide qui est la pyramide de Kaiser, qui en fait répartit les patients en médecine générale. Vous avez une base qui représente un noyau important de patients qui sont des patients qui sont indépendants, qui sont plutôt en bonne santé. Vous avez cette population en milieu intermédiaire
où ce sont des patients qu'on a appelés donc moyennement complexes, qui potentiellement peuvent basculer vers les très complexes, fragiles, mais pour lesquels, donc, du coup, la prise en charge par un case management serait vraiment très importante. Et puis, ces patients qui sont très complexes au sommet de la pyramide. Et donc, en fait, nos infirmiers, infirmières de soins primaires, ils interviennent à tous les niveaux de la pyramide, avec quand même, on souhaite, une intervention privilégiée pour ces patients moyennement complexes, mais aussi des interventions plus ponctuelles sur la population qui est un peu plus robuste. Et puis, pour les patients très complexes, c'est surtout dans des activités de collaboration avec les partenaires externes qui prennent en charge les patients très complexes, comme le CMS. Donc, du coup, là, c'est un petit peu la même chose sous forme de texte. Les 3 types d'activités de nos ISP, donc c'est cette activité de case management dont je vous ai parlé. Et puis, les autres types d'activités sont des activités de promotion, prévention en santé, de réponse à l'urgence, et puis un certain nombre de gestes techniques. Après, on a laissé une latitude au cabinet, savoir s'il voulait développer un certain nombre d'activités propres et le confier à l'ISP. Donc, notre projet pilote, il est actuellement implanté dans 9 cabinets du canton. Fatima reviendra dessus de manière un peu plus précise tout à l'heure. Donc, des cabinets qui ont été volontaires pour participer à cette expérience, avec des cabinets de ville, des cabinets de campagne, des cabinets qui diffèrent par leur taille, des plus gros, des plus petits, et par la patientèle qu'ils prennent en charge. Donc, du coup, 9 ISP, infirmiers, infirmières de soins primaires, ont été embauchés pour travailler dans ces cabinets. Le financement pour ce projet pilote est assuré par la santé publique du canton. Et puis, donc, nous suivons pendant 2 ans, en fait, le fonctionnement des cabinets avec leur ISP. Donc, on a une facilitatrice qui est Fatima et qui s'exprimera tout à l'heure. Et puis surtout, on a donc mis en place un gros volet pour évaluer cette intervention pilote, avec une évaluation à la fois sur les processus et sur les résultats, une évaluation qui est mixte, à savoir avec des données qualitatives et quantitatives, et un gros volet aussi de modélisation financière parce que ça constitue un des enjeux du projet. Et puis, donc l'évaluation, elle est un petit peu basée sur le principe de avant-après et puis aussi prévu-réalisé par rapport à ce qui est prévu dans le protocole et tout ce qui concerne le processus de la mise en œuvre du modèle. Et puis, on a ajouté, et je pense que c'est particulièrement important dans ce contexte vraiment de vraie vie, on va dire, une évaluation réaliste qui est une technique d'évaluation qui permet un petit peu de disséquer pourquoi, dans quel contexte et quels mécanismes font que l'impact attendu survient ou ne survient pas. Donc, pour ce qui concerne l'évaluation, donc là, je précise un tout petit peu plus les aspects d'évaluation. Donc, on a donc une première partie qui concerne le fonctionnement, ce qu'on appelle l'évaluation de processus, où là, on va vraiment documenter de quelle manière les choses se mettent en place et comment sont réalisées les activités. Dans ce cadre-là, on va démontrer la faisabilité, l'acceptabilité du modèle, identifier les barrières facilitateurs. Et puis, donc, c'est un petit peu dans cette évaluation de processus que moi, j'aurais tendance à placer l'évaluation du fonctionnement en interprofessionnalité, qui pour nous n'est pas une finalité, mais qui est plutôt un processus qui va permettre d'atteindre nos objectifs finaux, distaux, ce que j'ai appelé ici les impacts. Et donc, les impacts, on va les mesurer par rapport à l'utilisation des soins pour les patients. On va les mesurer par rapport à la satisfaction et l'expérience de soins, donc aussi bien du côté patient que du côté équipe. Et c'est là où donc on a cet impact final sur la satisfaction de l'équipe. Et puis, on va avoir une évaluation aussi qui est financière. Donc, l'évaluation réaliste, j'en ai déjà parlé. Donc, les enjeux du projet, ils sont très nombreux. Là, on a listé les principaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins sanitaires actuels et de permettre ce virage ambulatoire, enfin, de voir comment est possible ce virage ambulatoire au sein des cabinets de médecine générale dans le canton.
en suivant au long cours des patients chroniques, moyennement complexes, qui devraient vraiment bénéficier d'une prise en charge par des case managers, en travaillant aussi, en participant à la réponse à l'urgence, et puis avec ce souci de réfléchir et de mettre en évidence les éléments qui vont nous permettre une durabilité de ces modèles dans le système de santé. Donc, un des enjeux voilà, qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui, c'est le développement de l'interprofessionnalité en médecine de famille, parce que comme je l'ai dit, ça n'existe pas vraiment, même si pour l'instant, entre le binôme médecin-assistante médicale, il y a des choses qui se font, mais ça, c'est aussi très variable selon les cabinets. La mise en place d'un partenariat entre des cabinets privés qui fonctionnent vraiment en Suisse sur un mode très libéral, la santé publique et puis une institution académique. On a eu souci de, même si on arrive avec un modèle théorique qu'on propose de mettre en place dans les cabinets, on a le souci de proposer une certaine flexibilité. Donc, on propose un cahier des charges pour nos ISP, avec, comme je vous l'ai montré, les grands types d'activités. Néanmoins, on laisse aussi au cabinet l'envie et la possibilité d'adapter ce cahier des charges selon ce qui leur semble important, selon leur patientèle, selon la manière dont le cabinet fonctionne. Et ça, c'est probablement important, très important dans la réussite du projet. On suit de près l'évolution des aspects techniques et en particulier informatiques, et notamment du dossier informatique patient. Volontairement, on n'a pas attendu que ces développements soient aboutis, mais on a monté notre projet avec l'existant, et on a fait avec l'existant, parce que sinon, on aurait probablement retardé un certain temps la mise en place de ce projet. Voilà, donc c'est un projet aussi qui allie de la recherche et puis une modification des pratiques. Et donc, c'est assez innovant aussi comme organisation générale conceptuelle du projet. Et puis, un des enjeux à l'issue de cette phase pilote, c'est effectivement non seulement de pérenniser les cabinets qui auront participé à l'expérience pilote, mais aussi d'étendre à d'autres cabinets dans le canton, voire même au-delà du canton, mais il y a d'autres expériences dans d'autres cantons qui peuvent se rapprocher aussi de cette expérience MOCA et puis avec lesquelles on pourrait collaborer. Et puis donc, les défis, ils sont un peu de trois ordres. Il y a en premier lieu un défi humain. C'est peut-être le plus important puisqu'il s'agit de modifier les pratiques des professionnels. Et ça, on sait très, très bien que ce n'est pas simple. Et notamment avec cette idée de travailler en interprofessionnalité. Enfin, Fatima vous illustrera déjà les quelques résultats qu'on a par rapport à ça, à la phase où on en est du projet. Et puis, donc une formation spécifique pour nos infirmières de soins primaires qui n'existe pas pour l'instant et qu'on a en tête de développer une formation qui serait vraiment adaptée au fonctionnement en cabinet de médecine générale de la profession infirmière. Des défis financiers, bien sûr, puisque pour l'instant, le pilote est financé par la santé publique pour 2 années et il nous faut trouver pour la suite une organisation de financement pour la pérennisation. Et des défis de santé publique qui sont déjà d'une part d'introduire une vision populationnelle au sein de cabinets de médecine générale qui ont jusqu'à présent une vision qui est très centrée sur le patient, mais centrée individuellement sur le patient. Il y a très très peu de vision populationnelle. Et puis d'essayer de mettre en place, d'instaurer une collaboration santé publique, médecine de famille, médecine de première cour. Il existe assez peu, on a des volontés de part et d'autre, on a un peu l'impression que chacun reste quand même sur ses positions. Donc, le projet MOCA est vraiment aussi un sorte de laboratoire pour essayer de mettre en place ça. Il faut que chacun arrive à trouver l'intérêt de cette collaboration. Et puis donc, par rapport à ces enjeux d'interprofessionnalité, j'en ai un petit peu parlé déjà tout au long de ma présentation, pour montrer à quels endroits ils se situaient. Juste, je reviens un petit peu dans un contexte général au niveau de la littérature sur interprofessionnalité et satisfaction en médecine de famille, puisque c'est quand même l'objet de cette série de colloques. Alors, en fait, il y a quand même assez peu de littérature qui est vraiment spécifique
de ce lien entre interprofessionnalité et satisfaction des professionnels. Souvent, en médecine de famille en tout cas, souvent la littérature inclut la satisfaction des professionnels parmi différents outcomes qui sont étudiés dans le cadre d'interventions d'interprofessionnalité qui sont mises en œuvre, mais c'est très peu des études spécifiques sur cet outcome-là. Et beaucoup de littérature vient enfin beaucoup. La littérature qui existe vient pas mal de la littérature des soins infirmiers. Je vous ai juste cité 2 références qui me semblaient assez intéressantes, notamment celle de Risgaard, qui est une revue de la littérature, alors qui aborde la question de manière différente, puisque se centre sur la délégation de tâches, mais en tout cas, ça donne pas mal d'éléments intéressants sur cette thématique. Alors nous, déjà, notre collaboration interprofessionnelle au sein de l'équipe, on l'a déjà mise en œuvre au moment du mandat 2, là je reviens un petit peu en arrière, où on a développé justement ce modèle opérationnel pour essayer de mettre en œuvre les différentes composantes du modèle théorique, les faire entrer dans cette phase pilote. Du coup, on a constitué vraiment des groupes de travail qui étaient pluriprofessionnels et je pense que ça a assez bien fonctionné. Et on a déjà senti un petit peu les prémices de là où on allait voir certains obstacles à l'interprofessionnalité. Et puis, donc, on a un certain nombre d'indicateurs dans notre évaluation qui vont permettre d'inclure, enfin, de mesurer, d'évaluer comment se passe l'interprofessionnalité et puis comment se passe la satisfaction au niveau des équipes par rapport à l'implantation de ce projet. Donc, on a, pour ce qui concerne les données quantitatives, en fait, on a 2 outils qui sont relatifs à l'équipe. Donc, un outil que je vais vous détailler après, un outil sur l'expérience de fonctionnement en équipe et puis un outil sur la satisfaction du travail. Et puis, on a aussi un outil sur l'expérience de soins des patients en lien avec justement le fait d'avoir implanté cette interprofessionnalité. Et puis, un certain nombre de données qualitatives qui, elles, sont recueillies à la fois tout au long du projet et puis aussi de manière plus ponctuellement en fin de projet. Et donc là, Fatima illustrera cette partie. Alors, les 2 outils qu'on a prévu d'utiliser en lien avec donc, cette thématique. Le premier outil, c'est un questionnaire qui mesure le fonctionnement en équipe. Donc, il s'appelle le Team Climate Inventory. Donc, c'est un outil qui n'a pas été développé spécifiquement pour le milieu de la santé, donc encore moins pour la médecine de famille. Néanmoins, il a été un petit peu utilisé, il est utilisé en santé et un petit peu utilisé en médecine de famille. On a la chance d'avoir une validation française pour cet outil. Bon, il y a eu plusieurs versions. Là, on en est à une version courte, à 19 items, qui sont répartis en 4 domaines. Alors, ça, c'est dans la seconde partie de ma diapo. Donc, sont évalués les domaines suivants: la participation au sein de l'équipe, en fait, de quelle manière les différents professionnels sont intégrés et forment une équipe, l'appui aux idées nouvelles, de quelle manière les idées nouvelles pour faire avancer le fonctionnement, l'organisation se développent, les objectifs de l'équipe, savoir s'ils sont clairs, s'ils sont partagés, comment ils sont définis, etc. Et puis, tout ce qui concerne le fonctionnement d'équipe sur la réalisation des tâches. Donc, chaque domaine est sous la forme d'une échelle Likert, et puis donc avec une échelle de 1 à 5 pour certains domaines, et puis de 1 à 7 pour les 2 autres. Et puis, cet outil donc, a déjà montré un certain nombre d'associations positives, donc entre eux, effectivement, un bon fonctionnement en équipe, et puis un certain nombre d'indicateurs de santé, selon ce qui était étudié, parce que ça a été souvent implanté pour, je sais pas, améliorer la prise en charge des diabétiques ou améliorer la prise en charge des insuffisants cardiaques. Voilà, c'était souvent domaine par domaine. Un meilleur accès aux soins, une meilleure satisfaction des patients et une meilleure satisfaction des professionnels de l'équipe. Et puis, le deuxième questionnaire qu'on utilise donc, dans MOCA, qui, lui, cette fois-ci, mesure la satisfaction au travail. Donc, c'est le questionnaire, c'est une échelle aussi, pareil, de War, Cook and Wall, qui, comme le Team Climate Inventory, n'a pas été développé non plus spécifiquement pour la médecine de premier recours, ni même pour le milieu de la santé, néanmoins, qui a été utilisé de manière un petit peu adaptée
dans le domaine de la médecine de premier recours. Donc, c'est vrai que le questionnaire initialement, le questionnaire original comprend 19 items. En médecine de premier recours, il a souvent été réduit en 9 items, plus un item de satisfaction globale sur la satisfaction au travail. Et là, je vous ai listé un petit peu les différentes dimensions qui sont explorées. Donc, à chaque fois, c'est un peu le même principe que l'autre. C'est une échelle de satisfaction qui va de 1 à 7. Et puis, on demande de quelle manière ils sont satisfaits pour un certain nombre de dimensions. Donc, les conditions de travail physique, la latitude dans la méthode de travail, les collègues de travail, la reconnaissance, le niveau de responsabilité, le salaire, la possibilité d'utiliser les compétences, la durée de travail, la diversité des tâches et cet item global de satisfaction au travail. Donc ça, c'est le questionnaire qui est utilisé classiquement en médecine de famille. Et puis nous, on a rajouté quelques questions qui sont issues du questionnaire original et qui nous semblaient plus appropriées pour notre projet dans les cabinets. Donc, des questions sur la satisfaction par rapport aux responsables hiérarchiques, les relations entre la direction et les membres du cabinet, la façon dont le cabinet est géré, l'attention portée aux suggestions et puis la sécurité au travail. Donc voilà nos deux outils côté quantitatif qui donc ont été déjà initialement passés au démarrage de l'enquête dans les cabinets et puis qui vont être passés là à 1 an après le fonctionnement et puis à 2 ans de fonctionnement. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Fatima qui va vous parler d'aspects qualitatifs qu'elle a déjà pu recueillir par rapport à cette question.